à ramasser des contes en Europe. On a, au XVIIe siècle, vous connaissez les contes Le Petit Chaperon Rouge, qui a été déjà mis par écrit à cette époque. Donc, c'était au XVIIe siècle que ce conte est mort. Voilà, on l'a mis par écrit. Et voilà. Bon, oui, bien sûr, on a continué à le raconter, mais je dis, déjà, les enfants, ils lisaient ou écoutaient un texte qui était mort, parce qu'on le lisait, ce n'était pas vivant. Donc, c'était Charles Perrault. Et puis, le 19e siècle, c'est un siècle très important parce qu'il y a un mouvement littéraire qui s'appelle le romanticisme, non? On dit en français. Le romantisme. Le romantisme, voilà. En espagnol, on dit romanticisme. C'est pour ça que j'ai traduit de l'espagnol. Romantisme. Qu'est-ce qu'on fait dans l'époque du romantisme? On commence à ramasser de la littérature orale, beaucoup. Il y a les frères Grimm en Allemagne, vous avez entendu? Ils ont commencé à ramasser des contes. En Espagne aussi, on a eu Fernand Caballero. Mais en Algérie aussi, on a eu des chercheurs qui sont venus à partir de 1830. Ils ont commencé aussi à ramasser de la littérature orale et des contes. Déjà, par exemple, à la fin du 19e siècle, il y a Henri Basset qui a ramassé des contes en Kabylie, 2 livres. Il a ramassé beaucoup de contes, mais il y avait d'autres. Donc c'était un siècle où on a ramassé des contes, mais beaucoup. Et les chercheurs qui sont venus en Algérie à partir de 1830, surtout au début, c'était des chercheurs qui voulaient connaître la langue et qui sont écrits des manuels et des méthodes pour l'apprentissage de l'arabe algérien. Ils sont recueillis dans ces manuels, ces méthodes, beaucoup de contes aussi. Il y a déjà beaucoup de contes qui ont été recueillis à l'époque. Bon. Et on arrive au XXe siècle et il y a une chose qui s'est fait en Finlande. En 1910, il y a un chercheur finlandais qui s'appelle Antti Arne qui a commencé à ramasser tous les contes du monde. Et il a fait une classification des contes. Il a ramassé presque 2000, je ne sais pas combien de contes. Et il a commencé à voir qu'il y avait des contes qui étaient égaux. Il y avait des contes en Amérique du Sud qui étaient les mêmes que les contes en Algérie, par exemple. Donc, il y a quand même une connexion dans tout le monde. Vous voyez ce que je vous ai dit avant, l'homme il fait 200 000 ans qu'il est en train de penser. L'homo sapiens a bougé partout dans le monde. Et donc, avec lui, il a pris toute une mémoire. Oui, vous voulez demander? Je voulais juste ajouter, parce que le conte voyage. Voilà, bien sûr. C'est pour ça, c'est le voyageur. Voilà. C'est un voyageur. Voilà. Donc, il fait toute le... C'est parce que c'est l'oralité. Donc, il y a... Si vous voulez... Mais il n'a pas terminé, laissez-le terminer. Et après, on passe aux questions, ok? Je vais essayer d'être... Donc, on va terminer parce que sinon, moi, les idées, ça... Oui, je vous comprends, monsieur. Donc, et puis après, il y a en 1928, il y a un autre chercheur des États-Unis qui a complété tout ce recueil de contes du monde. Et finalement, en 2004, il y a un Allemand qui a mis à jour cette collection. Donc, maintenant, les chercheurs qui étudient les contes, ils ont une classification qui s'appelle ATU. Par exemple, tous les contes qu'on a, je peux par exemple publier un conte marocain, je dis celui-là appartient à ATU 340. Ça veut dire que tu vas chercher dans la collection, tu vas trouver d'autres contes dans le monde qui sont pareils. Qui sont ensemble. Vous voyez? Une qui est classification. très important. C'est une classification magnifique. Donc, voilà. Cette classification, elle classifie les contes en 4 catégories principales. On a les contes des animaux. Vous connaissez beaucoup. Vous connaissez Dib, Kattel, Tanfoud. Les fables de La Fontaine. Voilà. Les contes d'animaux. Puis, on a les contes merveilleux, religieux, réalistes et des ogres. Ça, bon. Puis, une 4e catégorie, on a des histoires qui sont drôles, qui font rire. Voilà. Et une 4e,
on a des contes avec des formules infinies, c'est-à-dire des phrases qui se répètent jusqu'à la fin. Moi, je répète une phrase, l'autre, il ajoute un mot, Ah oui. et puis après, j'ajoute un autre mot, puis continue, ça continue jusqu'à la fin, on ne termine jamais. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle les contes à formule infinie. Donc, les contes mondiaux sont classifiés en quatre. Voilà, en quatre catégories. Puis après, il y a d'autres classifications. Bon, je ne vais pas... Excusez-moi les mots, je ne vais pas vous emmerder avec d'autres classifications. Mais bon, il y a Vladimir Propp avec la morphologie du conte, Lévi-Strauss, tout ça, bon, ça va. Vous voyez, il y a une troisième photo, la famille à la maison, hein, du Sahara, voilà, avec les petits-enfants à la maison. Bien, pour ce qui est de l'Algérie, je vous ai déjà parlé au XIXe siècle qu'il y a eu des contes très importants. Par exemple, je vais citer simplement quelques-uns, par exemple, les contes populaires de la Kabylie et du Djoujouda, qui ont été faits par Rivière, ou les contes berbères de René Basset, il y a d'autres. Hein. Et René Basset aussi, il a publié aussi un deuxième volume des contes de la Kabylie. Bon. Et puis au XXe siècle, nous avons les contes berbères aussi de Kabylie de Mouloud Mammeri, Oui, Mammeri. vous avez entendu parler. Les contes populaires algériens d'expression arabe de Hamid Bourayou. Et puis vous savez aussi Nora Sepal, l'Algérie des contes et légendes. Et vous savez aussi Ben Reshdal Lounes, qui a publié dernièrement en 2016 une collection de 241 contes marocains qui s'appelle, je ne vais pas noter ici, c'est Savoir du terroir. Ça s'appelle les livres. Hein? C'est une collection de 240 contes algériens très importante. Et puis aussi, on a les travaux d'un espagnol. C'est un espagnol qui s'appelle Oscar Avenojar, qui était professeur au Cervantes à Alger, qui a travaillé pendant des années à Alger. Maintenant, il est au Mexique. Et lui, il aime beaucoup les contes populaires. Et il était avant en Chine et il a ramassé aussi des contes chinois. Maintenant, il est au Mexique, il est en train de ramasser des contes oraux mexicains. Et en Algérie, il a publié 4 ouvrages avec d'autres collègues algériens de l'université. Bon, et en 2010, il y a une collection de contes, puis il a publié aussi une collection de contes de la Kabylie, une collection de contes du Mouzab et une collection de contes du nord de l'Algérie en général. Bon, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé. Mais il y a un grand méconnu qui était, je vous ai parlé au début, Yves Allium. Yves Allium, c'est un père blanc qui toute sa vie a passé à ramasser la littérature orale. Et malheureusement, il n'a pu publier son travail. Il a laissé des fiches, vraiment, c'est un trésor pour l'Algérie, des fiches, on peut les mettre comme ça à la table. Hein. C'est des centaines et des centaines de feuilles, très bien travaillées avec les textes en arabe et la traduction, que j'ai édité dernièrement. Ici, il y a le père de Claire qui a fait la correction du style de français, parce que bon, je ne suis pas français. Et lui, il m'a beaucoup aidé à corriger le style, à corriger d'abord le tapage que j'ai fait, parce que j'ai tapé les textes en français du père Allium, mais puis après, il m'a aidé aussi à faire une correction de style pour la présentation de l'ouvrage. Donc, je vous remercie, mon père, encore une autre fois ici en public. C'est beau. Et on les trouve où? Et c'est téléchargeable, vous pouvez les télécharger. Ah, voilà. Et malheureusement, il y a un livre que j'ai édité aussi avec les contes. J'ai extrait les contes, mais les contes ils sont là-dedans. Et j'ai édité un livre en espagnol. Après, attendez le lien. En espagnol avec les textes. Vous allez me donner le site après? Oui, je vous donnerai au lien, je laisserai à la sœur d'Anouta, je laisse Le lien. Comment on appelle ça, les liens. Les liens. Avec, moi, j'ai publié ça parce que une chose qui, j'ai demandé la permission d'abord au Père Blanc, bien sûr, je n'ai pas édité sans la permission, et j'ai scanné tous ces textes dans les centres de documentation du Sahara. Il y a un centre de documentation sur les Pères Blancs au Sahara, avec une richesse ethnographique. C'est quelle région? Gardaïa, oui.
Et Là, si c'est- vous vous intéressez à la langue amazigh, là-bas il y a des fonds sur les mozabites, niveau linguistique, et aussi si vous vous intéressez à la pensée ibadite. Il y a beaucoup de, Est-ce que c'est des de données. centres... C'est ça, une de- bibliothèque? C'est un centre de documentation bibliothèque, c'est-à-dire on peut y aller. Est-ce que c'est tenu par des missionnaires français ou bien C'est les Pères Blancs, des pères blancs? mais c'est une association, et là il y a des gens qui travaillent Parce que pour là, la j'essaie d'aller conservation. voir un peu les archives des Touaregs. Oui, les mais ça, archives c'est- authentiques. non, Mais mais- j'ai pas réussi à trouver une. Non, mais là vous pouvez y aller, mais il faut demander d'abord, L'autorisation. non pas une autorisation, mais demander un rendez-vous pour y aller, bien sûr. parce que- Ça va de soi. Bon, mais bon, bref, j'ai demandé d'avoir la permission et les Pères Blancs, ils m'ont dit, vous pouvez publier ça, mais à condition que ça soit gratuit. Ouais. Parce que les pères, ils ont fait ça d'une manière, on dit en français, altruiste. Oui. Voilà, donc, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ça. C'est Il beau, faut- ça. Et c'est un ensemble il faut de l'offrir. culture, on l'achète pas. Voilà, c'est Ça ça. m'a pas- Donc ça, c'était la condition. Hein. Et moi, j'ai maintenu la condition. Et voilà, on continue. Et on va parler un tout petit peu, avant de passer à parler des contes du Père Allium, on va essayer de comprendre d'abord quel était le rôle du conteur dans la société traditionnelle. D'abord, qui étaient les conteurs? Les conteurs, il pouvait et il peut être une femme ou un homme, mais chacun a son espace. L'homme, il avait un espace public. Il racontait des contes au marché. Les places Ah, oui. publiques. Les places publiques. Et par exemple, aujourd'hui au Maghreb, il reste, je ne sais pas s'il reste à notre endroit, mais il y a la place de Chemin al-Fenel, Exactement. Exactement. ou encore, il y a les compteurs publics qui sont là-bas, Jamal et Fna. les gens ils se mettent en cercle. Qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Une halqa. Oui, oui. Voilà, halqa ça veut dire cercle. J'ai- Mais c'est un cercle qui veut dire beaucoup, parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont autour du compteur pour communiquer avec lui aussi. Exactement. Parce que les compteurs, ils assisté. communiquent aussi avec les gens qui sont là-bas. Hein. Bon, ça c'est l'homme. Et puis, la femme, elle était chargée de raconter les contes à la maison. Les petits enfants. Sûrement beaucoup d'entre vous ont écouté vos mères vous raconter des contes. Mère et grand-mère. C'était la mère qui était chargée de l'éducation des enfants à la La maison grand-mère. à l'époque. Donc la grand-mère et puis la mère, tout ça. Ce qui est très important dans les contes aussi, c'est que la mère a pris les contes par cœur de sa grand-mère. Sa grand-mère a pris les contes Un par cœur. héritage. Voilà, c'est un héritage qui a été transmis par cœur. Il y avait même une musicalité. Voilà, musicalité, mais pas seulement. Par exemple, moi, je suis plutôt penché vers la linguistique. Pour moi, c'est très important les contes, parce que les contes, dans les contes, on peut trouver des traits très anciens de la langue, même centenaires. Il y a beaucoup de mots, des fois, que les jeunes ne comprenaient pas. Et même celui qui est en train de raconter, des fois, il ne savait pas exactement la signification de certains mots. Il peut savoir, oui, je sais que c'est un oiseau. Je ne sais pas exactement si c'est un moineau ou bien c'est un C'est ça. corbeau, ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle toujours une fois une femme dans une ville qui s'appelle Chefchaouen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Chavon, ouais. qui m'a raconté un conte, je l'ai enregistré, je l'ai travaillé, et puis il y avait un mot que je ne trouvais pas au début. J'ai demandé à la femme, une autre fois, je suis allé chez elle, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ce mot? C'était le mot nagar. Nagar. Non, nagar. La reine, nagar. J'ai dit, mais nagar. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle disait, oui, c'est un oiseau. Mais quel oiseau? Je ne savais pas. J'ai demandé aux gens, ils ne savaient pas. Et finalement, j'ai trouvé ce mot dans un dictionnaire d'arabe andalou, ancien, une édition. C'est beau. Et c'était le corbeau. Donc, Nahar, ça venait, c'était un emprunt d'une langue romaine parlée à la péninsule ibérique. Et ça veut dire negro, Nagar, negro, c'est-à-dire noir. C'est pour, les corbeaux l'appelaient noir, c'était un euphémisme
Voilà, c'était, si on disait corbeau, peut-être... Mauvais augure. Voilà, les augures. Et on disait naga. Voilà, j'ai trouvé ça en arabe andalou, ça fait des siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces contes probablement viennent de l'Andalousie. Parce que Chefchaouen, c'est une ville qui a été fondée par des Andalous chassés de la péninsule ibérique. Et que cette femme, elle a pris par cœur un conte qui a été pris par cœur, Et transmis. comme ça. Donc voilà, il y avait ces mots. On savait que c'était un oiseau, mais on ne savait pas exactement quelle sorte d'oiseau. Bon, ça arrive beaucoup dans les contes. Et alors, on peut se demander aussi qui est le, comment on dit ça, qui a écrit, qui est le propriétaire du conte. Personne n'est propriétaire du conte et on ne sait pas même qui a écrit un conte. Je vais vous dire encore une chose. Chaque fois qu'on raconte un conte oralement, celui qui est en train de le raconter, c'est celui qui est en train de le créer. Donc, c'est lui le propriétaire. Toi, tu me racontes un conte, tu es propriétaire de ce conte. Moi, je vais le répéter encore. Et moi, je suis le propriétaire de ce conte. Ça veut dire que qui est le propriétaire du conte? C'est l'humanité. L'humanité. C'est l'humanité qui est le propriétaire du conte. C'est pas... D'abord, on ne sait pas qui a créé ce conte, parce que, imaginez-vous, 200 000 ans, c'est beaucoup quand même, non? Quelle relation entre mythe et conte? Entre le mythe, Bon, on va après, on va garder les questions pour... D'accord. Bon, donc, le patrimoine, c'est un patrimoine de l'humanité, donc il n'y a pas de copyright dans les contes. Il n'y a pas de droit d'auteur, effectivement. D'accord? Et puis, ce qui est très important, je vous ai parlé aussi déjà du conte, c'est la valeur éducative du conte. Hein? Et elle appartient à une mémoire collective de l'humanité. Voilà. Et pour ce qui est des contes du Père Alioune, on va parler maintenant des contes du Père Alioune. Les contes du Père Alioune ont été ramassés dans le Sahara algérien. Mais dans une région, il a ramassé ces contes, notamment à Gardaïa et à Toubourt, la plupart. Mais il a ramassé aussi ces contes à Algolea, Ouargla, Oued, Biskra, Stitten, Cheriville, El Bayad, Mecheria et Ain Sefra. Donc, dans toutes ces localités, il a ramassé des contes. On ne sait pas exactement, il a ramassé les contes, ils sont 128 contes, mais des fois, il ne mettait pas à la fin dans quelle ville il avait ramassé ces contes. Mais la plupart ont les noms des villes et cette ville, je l'ai marqué. Voilà. On disait, je vous raconte, dans la nécrologie de Père Alioune, il y a quelque chose de très intéressant. Bon, il naquit en 1900, il est mort en 1983. Il est mort 4 ans après avoir parti de l'Algérie parce qu'il était malade, donc il est parti en France. Et après, il est mort en France. Et dans la nécrologie, c'est écrit, il transcrivait toutes ces découvertes, les faisait corriger, assimiler et réutiliser. Tous les frères de la congrégation connaissaient son petit dossier dans lequel il plaçait ses trésors. Il paraît que c'était un trésor pour lui. Tu vois, tous les contes qu'il ramassait, il les corrigeait. Encore, il allait chez les gens pour demander des questions. Et vraiment, le dossier que j'ai travaillé, c'était déjà prêt pour la publication. C'était vraiment la transcription, la traduction, tout était très, très soigné. C'était vraiment... C'est un travail magnifique qu'il a fait. Voilà. Alors, on va parler en général des contes qui ont été recueillis par le Père Alioune. On peut dire qu'il n'y a pas d'informateur, ça c'est dommage, il n'a pas mis les noms peut-être, sûrement parce qu'il voulait l'anonymat des informateurs, bien sûr. Donc, je crois que quand il a ramassé des contes lui-même, il a ramassé de la voix d'un homme. Et pour les contes qui venaient de femmes, sûrement c'était les Sœurs Blanches qui ont travaillé cette femme, qui ont ramassé les contes et qui ont amené après les contes au Père Alioune pour
pour qu'il les corrige, il les mette. Et bon, il y a 128 comptes, presque plus ou moins la moitié ont une localisation, donc ce sont les villes que je vous ai dit. Et la plupart sont des histoires d'animaux, mais aussi il y a une bonne partie des contes merveilleux et réalistes. Il y a 2 histoires aussi qui sont de type pour divertir, hein. Et il y a au moins 64 contes, hein, c'est aussi la moitié, plus ou moins, qui sont des morales religieuses. Hein. Morales religieuses islamiques ou bien de la société algérienne et du Sahara. Hein. Voilà. Donc, les contes, on peut dire qu'ils sont brefs, comme je vous ai dit au début, ils ne sont pas très longs. Donc, ce sont des contes peut-être à raconter entre 1 minute et peut-être 16-7 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Donc, il y a une chose très intéressante, c'est que dans les contes du Père Allium, il n'y a pas de formule au début et à la fin. Vous savez que les contes commencent avec une formule. Par exemple, Kan Yamakan, Habak Susan, voilà. Et puis à la fin, par exemple, au Maroc, j'ai entendu une femme, elle dit toujours أنا شريت واحدة الحلوى وكون غادية وهي كتذوب وكون غادية وهي كتذوب حتى رجع كلش كذوب. Voilà, c'était une formule pour la sortie. Voilà. Donc, en douceur. quelle était la fonction des formules? Au début, on disait la formule parce qu'on entrait dans un monde magique. Les contes, c'est un monde magique, donc il fallait nous protéger. Et donc,